Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de deux pays mais qui n'ont rien à voir. Mais alors, rien à voir. D'un côté, on a un pays dirigé d'une main de fer où l'argent coule à flot, où l'éducation et les soins de santé sont gratuits, où le PIB par habitant est devant celui de l'Argentine, de l'Afrique du Sud et même du Brésil, où on vit un peu comme à l'européenne grâce à une industrie pétrolière florissante qui profite à tous les habitants. L'électricité dans ce pays-là, elle est gratuite, les logements sont financés par l'État, l'alphabétisation et l'espérance de vie est clairement la plus haute d'Afrique. Et de l'autre côté, on a un autre pays, mais un pays qui n'a rien à voir. Ce pays est dans une crise humanitaire très grave, plus de 435 000 personnes ont été forcées de quitter leur domicile, les infrastructures sont quasiment toutes détruites ou même inexistantes. Un tiers de la population vit sous le seuil de pauvreté et la crise économique a entraîné le pays dans un chaos monstre, dans une crise alimentaire où les enfants souffrent de malnutrition malgré l'aide internationale. Et vous l'avez compris, puisque vous me connaissez, je suis un peu taquin, il s'agissait en fait du même pays. Ce pays-là, c'est la Libye. Et entre ces deux descriptions, on a 20 ans d'écart, comme le film C'est très peu. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va parler de la Libye. On va voir et comprendre la chute de ce qui fut l'un des pays les plus puissants d'Afrique au moment de votre naissance. Alors, deux informations très importantes avant de commencer cette vidéo. C'est très clairement la vidéo qui va demander le plus de recherches, de croisements de sources, d'analyses variées, parce que le sujet fait polémique, c'est un sujet qui est brûlant. Les informations sur le sujet sont très rares, elles sont pas si abondantes que ça, et puis elles sont parfois très orientées entre les pros, les anti, les pro-otaniens, pro-anti-otaniens, pro-Kadhafi, bref, c'est un grand bordel. Donc je t'invite à liker, à partager et surtout à t'abonner à la chaîne de Georges, c'est super important pour le référencement. Je t'invite aussi à m'aider sur Tipeee si l'envie et le portefeuille te le permet. Ce pays qui n'existe plus, c'est parti. Mais avant de disparaître, ce pays, il a existé. Pas sûr du tout de cette approche. Bref, c'est quoi la Libye? Eh ben, la Libye, c'est gigantesque. C'est 1,8 million de kilomètres carrés, presque 3 fois la France. Territoire très hostile 2000, avec seulement 7 millions d'habitants dans certaines régions stratégiques. Le reste du territoire est désertique, donc extrêmement difficile à contrôler, ça aura son importance, vous le verrez. Ce qui aura son importance aussi, c'est la richesse du territoire. Les Libyens sont littéralement assis sur un trésor. C'est l'une des plus grandes réserves prouvées de pétrole d'Afrique qu'on estime à 48 milliards de barils avant 2011 et à peu près dans les mêmes ordres de grandeur en termes d'eau et de gaz naturel. Géographiquement, on a 3 grandes régions en Libye, la Tripolitaine à l'ouest autour de la capitale Tripoli, la Cyrénaïque à l'est vers Benghazi et le Fezzan qui est très riche en ressources mais qui est très isolé du reste du territoire libyen. Un territoire gigantesque donc difficilement contrôlable. Tout ce que je dis, retenez-le bien, notez-le sur un petit paplard parce que vous allez voir, dans 10-15 minutes, vous allez comprendre pourquoi. Les Libyens sont majoritairement arabes sunnites, mais on va avoir des minorités importantes, les Amazighs, les Berbères, principalement à l'est, des nomades Touaregs au sud et les Toubous dans le sud-est. La Libye, c'est ce genre de pays qu'on appelle marqué par le tribalisme. Alors comme son nom l'indique, le tribalisme, c'est l'organisation sociale où l'appartenance à une tribu va structurer la vie politique, économique et sociale. Et comme on est sur un pays au taquet grand, avec un pouvoir central historiquement lointain ou inexistant, les tribus libyennes vont organiser la vie des Libyens dans toutes les régions lointaines. Historiquement, ces 3 régions dont je vous ai parlé sont très différentes. La Tripolitaine est tournée vers la Méditerranée et le commerce. La Cyrénaïque est un peu plus rurale, plus conservatrice et plus religieuse. Et le Fezzan était connu, j'en avais parlé dans ma vidéo sur les barbaresques, était connu pour le commerce d'esclaves. Pendant l'Empire ottoman, ces 3 régions étaient administrées séparément. Et c'est qu'en 1911, quand l'Italie colonise la Libye, que ces 3 territoires vont être rassemblés sous une seule et même entité qu'on va appeler la Libye. Indépendance de l'Italie en 1951, on place le roi Idriss Ier à la tête du pays, mais c'est un peu une grosse victime. C'est une grosse victime, il est corrompu, il dirige mal et il favorise sa région natale, la Cyrénaïque, au détriment des 2 autres. On est en 1969 et un bonhomme va mettre la lumière sur Sevran,
c'est Kadhafi. C'est un colonel de 27 ans, c'est un nationaliste arabe et il promet aux Libyens de leur rendre fruit de leur travail. C'est notre bon vieux Mouammar, énorme moustache, Kadhafi. Il est né en 1942, c'est un bédouin de la tribu des Kadhafa qui deviendra extrêmement importante pendant son règne. Il est admirateur du projet de l'égyptien Nasser et de son idéologie du panarabisme. Kadhafi fait 3 choses quand il arrive au pouvoir. Déjà, il va nationaliser ses ressources pétrolières et utiliser les revenus liés à la nationalisation des puits de pétrole pour moderniser le pays. Ces ressources, elles vont représenter entre 93 et 98% des revenus de l'État. Il va construire des routes, favoriser l'éducation et le système de santé. Le PIB par habitant passe de 326 $ à plus de 11 000 avant la guerre. En 1969, le taux d'alphabétisation était de 20%. En 2010, il dépasse les 80%. Une alphabétisation qui s'accompagne d'un développement des universités et des écoles spécialisées financées aussi par l'État. Kadhafi instaure, ce qui était alors une innovation de fou furieux pour l'époque et notamment pour le continent, il instaure les soins de santé gratuits, ce qui fera même que des médecins étrangers viendront étudier et pratiquer la médecine dans le pays. Pendant son mandat, Kadhafi découvre le plus grand réservoir d'eau fossile au monde et il décide d'y construire un système gigantesque pour acheminer cette eau vers les villes côtières. C'est ce qu'il appellera son bébé et qui coûtera environ 25 milliards $ avec des pipelines de plus de 4000 km. Il instaure aussi le Jamahiriya, un système où le peuple gouverne directement, même si dans les faits, il reste le seul décisionnaire et surtout, il unit le pays. Donc les 3 grandes régions dont je vous parlais en introduction par la force. Pour reprendre Yahya Zoubir, Kadhafi sert avant tout de médiateur entre les différentes tribus et clans libyens. Et pendant tout son règne, il devient un objet de mythe. Il y a ceux qui le détestent et il y a ceux qui l'adulent. Et en fait, j'ai envie de vous dire, les deux ont un peu raison. Je m'explique. Effectivement, c'est un leader qui est dit excentrique. Il a une garde rapprochée et cette garde, c'est 100% des meufs, pour le kiff quoi. Il les appelle les Amazones et considère que les femmes sont plus dignes de confiance que les hommes. Pourquoi pas. Kadhafi plante sa tente partout où il va, notamment à New York. Il parle beaucoup, il déchire l'exemplaire des Nations Unies en direct et il instaure une forme de culte de la personnalité avec son petit livre vert, livre que tous les étudiants sont obligés d'avoir lu. Ça, c'est pour la critique un peu occidentale du bonhomme, mais au niveau régional, il était aussi parfois assez mal vu de ses propres voisins. En Afrique, il a financé et armé des mouvements rebelles au Tchad, en Ouganda, au Libéria et au Sierra Leone. Par exemple, il va soutenir le Front National de Libération du Tchad dans l'objectif d'y intervenir quelques années plus tard. Kadhafi va aussi soutenir l'armée républicaine irlandaise, l'IRA, durant le conflit en Irlande du Nord. Le régime de Kadhafi serait aussi, on n'est pas sûr, on serait aussi impliqué dans certains attentats notoires comme l'attentat du Lockerbie en 1988 et du vol 772 de l'UTA l'année d'après. Donc on pourrait se dire que le bonhomme est un agent quelque part déstabilisateur. Alors oui et non. En fait, je vous le disais tout à l'heure, Kadhafi est très admiratif du panarabisme. Il est pour l'autodétermination des peuples arabes. Et chaque fois qu'il intervenait quelque part, c'était officiellement contre un gouvernement placé ou par les Américains ou par les Européens. C'est le cas du Tchad, avec son soutien au Frolinat, c'est le cas au Libéria et c'est le cas au Sierra Leone. Même si, on le découvrira plus tard, il y avait autant de soutien au peuple opprimé qu'une volonté d'étendre sa sphère d'influence, notamment au Tchad et la très riche bande d'Aouzou. Mais au niveau politique intérieur, comme le reconnaissent des civils aujourd'hui, et je cite une enquête de la Tribune de Genève, on vivait mieux sous Kadhafi. Et effectivement, sous son régime, le PIB par habitant libyen dépasse largement la moyenne africaine de l'époque, et même c'était le premier pays africain en termes d'indice de développement humain. Il était au 53e rang mondial devant le Brésil et devant la Chine. Dès 1976, on parle d'une réussite économique et sociale en Libye, voire d'un miracle. En comparaison à l'ère d'Idriss, donc le roi que Kadhafi avait renversé, les Libyens sont extrêmement mieux traités. Ils vivent mieux avec un salaire qui se situe entre 1500 et 2000 $ par mois. Kadhafi détruit les bidonvilles, il construit des immeubles modernes, il finance les premiers logements à des jeunes mariés ou des prêts à taux zéro garantis par l'État. Hélène Bravin, spécialiste des questions politiques et économiques liées au Maghreb, raconte qu'à l'époque, la Libye vit une métamorphose sans précédent. Via Hong Kong, via l'artisanat indien, via les tissus anglais et via des produits espagnols, Kadhafi il modernise véritablement la Libye qui va devenir très vite le plus riche pays d'Afrique et là où tous les Africains veulent aller.
et de loin, j'ai envie de vous dire. Enfin bref, Kadhafi, il apporte au peuple véritablement une partie des dividendes qu'il récolte du pétrole. Alors il y a deux critiques qui sont selon moi assez malhonnêtes qu'on fait de la Libye à l'époque. La première, c'est de dire « oui, mais l'amélioration de vie, elle ne concernait que les Libyens des villes ». Alors oui, très clair, mais déjà, ces Libyens des villes, c'est la grande majorité des Libyens qui habitent en Libye. Près de 80% habitent à Tripoli, Benghazi, Misrata ou Sirte. Et c'est sûr qu'acheminer l'évolution, la scolarité et les soins de santé dans un territoire qui est aussi vaste et désertique que va l'être le sud du pays par exemple, c'est pas évident, évidemment. Et deuxième critique, oui, ces améliorations de vie étaient uniquement dues à l'argent du pétrole. Certes, mais ça ne rend pas ces évolutions moins réelles pour la population. Je rappelle que l'Algérie a des très grosses réserves de pétrole et d'hydrocarbures, mais n'en fait rien. Kadhafi va aussi avoir un rôle à jouer dans la gestion migratoire. Et là on se dit, attends mec, c'est quoi le rapport entre Kadhafi et les migrants? Alors pour comprendre ça, il faut qu'on remonte un peu dans le temps. La Libye est géographiquement située entre l'Afrique subsaharienne et l'Europe, ce qui fait qu'elle a toujours été un point commercial stratégique qui reliait le Sahel et la Méditerranée. De l'Antiquité jusqu'au 19e siècle, elle faisait partout des routes de commerce transsahariens qui transportaient de l'or, du sel et des esclaves. Esclaves capturés en Afrique et déportés en Afrique du Nord et au Moyen-Orient. Alors, petite anecdote, petite parenthèse un peu marrante, on va retrouver les mêmes tribus impliquées 400 ans plus tard dans le trafic d'êtres humains aujourd'hui. Le trafic qu'il y a actuellement en Libye, c'est les mêmes tribus qui étaient impliquées il y a 400-500 ans. Les Toubous et les Touaregs, j'en ai parlé 2 fois dans ma vidéo sur le racisme au Maghreb et sur les barbaresques, ces tribus-là sont très actives dans le commerce d'esclaves depuis 1000 ans. Et alors, les époques changent, mais les dynamiques restent les mêmes. La Libye reste un point d'entrée clé pour les trafics d'êtres humains, les trafics d'armes et les trafics de drogue. Parce qu'elle est au carrefour de 3 continents, parce que ses frontières sont poreuse, parce qu'elle a un littoral de 1700 km sur la Méditerranée, etc. C'est pour ça que la géographie est très importante quand on parle de la Libye. Quand je vous parlais de la Suède, dans une récente vidéo, je vous expliquais qu'il y avait 3 principales routes migratoires pour rejoindre l'Europe. La route de l'Afrique de l'Ouest, de l'Afrique de l'Est et la route de la Méditerranée centrale. Et le point commun de ces 3 routes migratoires, elles passent tous par la Libye. Que ce soit par le sud, que ce soit par Benghazi ou que ce soit par les côtes libyennes près de Tripoli. Et dans ce flux de migrants, Kadhafi va un peu jouer le rôle de rempart. Les Européens vont négocier avec lui pour qu'il contienne, entre guillemets, les migrants en Libye, soit en les renvoyant chez eux en Afrique, soit en les employant en Libye, ce qui sera le cas de 2 millions de travailleurs migrants en 2011. Donc le rôle de Kadhafi dans la gestion migratoire est essentiel. En 2004, il signe un accord avec l'Italie et l'Union européenne pour limiter les départs en échange de fonds et d'investissements sur son territoire. En 2008, il signe avec Silvio Berlusconi un accord bilatéral où l'Italie promet d'investir 5 milliards de dollars en échange d'un frein radical au départ des migrants depuis la Libye. Donc l'Europe, elle dépendait de Mouammar Kadhafi pour la gestion migratoire. Aussi parce que Kadhafi faisait quelque part ce que l'Europe n'arrivait pas ou n'osait pas faire, à savoir la lutte concrète contre le trafic d'êtres humains. Kadhafi met en place des camps de détention pour les trafiquants et pour les migrants qu'il répartit sur l'ensemble du territoire. Alors évidemment, l'objectif de ces camps, c'est d'arrêter les passeurs et les trafiquants d'êtres humains et surtout d'expulser les migrants et les trafiquants dans leur pays d'origine. Autant te dire que quand c'est Kadhafi qui s'en occupe, c'est efficace, très clairement. En 2004, environ 50 000 migrants irréguliers sont expulsés vers des pays d'Afrique subsaharienne en moins de 6 mois. On n'est pas sur les conventions de Genève, là. Kadhafi va aussi avoir une tolérance zéro pour les trafiquants et les réseaux de trafic d'êtres humains. En 2006, il va humilier publiquement des trafiquants avant de les mettre, tout simplement, dans des prisons gouvernementales, tout comme en 2009, où il lance une gigantesque opération militaire contre le trafic d'êtres humains. Et alors, dans ce que je lisais, j'avais lu un entretien avec un diplomate qui disait que Kadhafi était détesté par l'Occident, notamment parce que l'Occident voyait dans Kadhafi un miroir de sa propre action. Et c'est un peu vrai. Parce que ce que va faire Kadhafi dans la région et même dans le monde, c'est un peu ce que vont faire à l'époque les Soviétiques et les Américains pendant 40 ans. À savoir, armer une rébellion, soit pour contrer une puissance, soit parce qu'elle est sur un territoire riche en matières premières. Hop, une guerre civile, hop, intervention militaire du même pays. Donc les rapports entre la Libye et l'Occident sont compliqués. Compliqués parce que Mouammar Kadhafi est un concurrent dans la région. On va avoir
3 grandes périodes. Au début, Kadhafi joue beaucoup de la posture anti-occidentale pour rassembler le tiers-monde derrière lui. Et de fait, il l'est. Il nationalise les compagnies de pétrole et il coupe les revenus des multinationales occidentales, anglaises, américaines et italiennes notamment. Il fait aussi quelque chose d'absolument fou pour l'époque. Il expulse les bases militaires britanniques et américaines. On pense notamment à celle de Vélus à Tripoli. Par ailleurs, dans la même période, il devient une alternative à la guerre froide puisqu'il va financer des guérillas anticoloniales, anti-marxistes ou anti-américaines. 1973, on s'en souvient, crise pétrolière due à l'embargo des pays arabes contre les États-Unis et l'Europe pendant la guerre de Kippour. Donc là, les tensions sont clairement au max. Et on finit en beauté. Dans les années 1980, la Libye est placée par les États-Unis sur la liste des États soutenant le terrorisme. Décennies 80 à 90, ça va être une montée en ambiance de ce qui se préparait avant. 1980, les Américains abattent 2 avions de chasse libyens sans aucune raison. 5 ans plus tard, les Libyens sont accusés d'un attentat contre des soldats américains à Berlin. Représailles sur représailles, confidence sur confidence, les Américains bombardent Tripoli et Benghazi et font 50 morts, dont la fille de Muammar Kadhafi. C'est important pour la suite. On sait aujourd'hui que cette opération américaine, que les Américains avaient appelée El Dorado Canyon, était une tentative d'assassinat ciblé des Américains sur Kadhafi puisqu'elle ciblait sa propre maison. 1988, les services secrets libyens sont impliqués dans un attentat en Écosse qui fait 270 morts et l'ONU impose des sanctions économiques et un embargo sur le pays de Muammar Kadhafi. Dans les années 2000, Kadhafi fait extrader les 2 agents libyens accusés de l'attentat en Écosse et ça va être le début d'un progressif rapprochement entre la Libye et l'Occident. Je dis progressif parce qu'on va y aller pas à pas. En Kachana baby, tu dettes ça. En 2003, après l'intervention américaine en Irak, Kadhafi renonce à son programme d'armes de destruction massive, chimique et nucléaire. En réponse, en 2004, les États-Unis et l'Union européenne lèvent certaines sanctions économiques et on commence à revoir des compagnies pétrolières occidentales investir dans le pays. British Petroleum et Total notamment. Alors, si on veut être véritablement précis, c'est pas tellement que Kadhafi donne des gages à l'Occident, c'est surtout qu'à l'époque, en 2004, des premières tensions émergent entre l'Occident et la Russie qui est le principal fournisseur énergétique de l'Occident. Donc on se dit que finalement, l'état voyou de Kadhafi, ça va, ça passe, c'est moins casse-couille que Poutine. Et le summum de la normalisation, c'est pendant le sommet du G8 où Kadhafi serre la main de Barack Obama. On considère qu'à ce moment-là, la Libye est réintégrée, comme on dit, sur la scène internationale. Tout aurait pu continuer, sauf que non. Il y a 6 mois, débutait en Tunisie et en Égypte ce que l'on a fini par appeler le printemps arabe. Décembre 2010, à quelques kilomètres de la Libye, un mouvement éclate en Tunisie contre le président Ben Ali. Ce qui est très intéressant, c'est que ce qu'on appellera plus tard les printemps arabes, en référence au printemps des peuples de 1948, commence avec une histoire qui est assez banale en fait. Alors pourquoi ? Pourquoi cette affaire de vendeur ambulant va trouver un écho dans tous les pays arabes ? Parce qu'en fait, on va avoir des points communs dans cette jeunesse arabe. C'est une jeunesse qui est éduquée, c'est une jeunesse qui est connectée au monde, une jeunesse qui est nombreuse face à une élite qui a vieilli et qui accapare énormément de richesses. En Libye, les ressources, je vous le disais tout à l'heure, sont assez mal réparties sur le territoire. Et la région rurale, comme la Cyrénaïque, le vit très mal. Je vous disais que Kadhafi va favoriser sa propre tribu dans l'exercice de son pouvoir. Et effectivement, une des premières revendications des manifestants en Libye, ça va être une meilleure répartition des richesses et certaines décisions politiques, notamment contre les pleins pouvoirs de la tribu de Kadhafi, à savoir les Kadhafa. Février 2011, des manifestations éclatent à Benghazi, en Cyrénaïque, après l'arrestation de l'avocat Fethi Tarbel. Et là, on comprend très vite que ça va pas se calmer. Ça va pas se calmer parce que, historiquement, Benghazi a toujours été marginalisé par Kadhafi. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous disais que c'était important d'avoir en tête que c'est 3 régions, la Libye. Le 17 février de la même année, des journées de colère sont organisées un peu partout dans le pays et sont violemment réprimandées par le pouvoir, notamment, vous l'aurez deviné, à Benghazi. Dans cette ville, le 20 février, les manifestants prennent le contrôle de la ville. Alors vous allez me dire, oh mais Georges, comment expliquer que la Libye sombre aussi rapidement dans un conflit ouvert et dans un conflit armé ? Eh ben en fait, pour 2 raisons. Déjà, Kadhafi avait concentré son pouvoir entre ses propres mains et celles de son cercle tribal très proche. Kadhafi n'a pas construit d'institutions capables de gérer son pays sans lui, ce qui est d'ailleurs le propre des dictateurs. Donc quand Kadhafi est menacé, voire que son pouvoir est ébranlé, il n'y a absolument aucune structure
qui fonctionne. Pas de parti politique, pas de forces armées unifiées, pas de police, bref, c'est vite la merde. Une autre raison, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, la Libye n'a jamais été unifiée naturellement. Les trois régions ont trois identités et trois intérêts différents. Quand le pouvoir tombe, en 2011, le réflexe de ces trois régions est de protéger ses propres intérêts au détriment des deux autres. Là où on bascule véritablement dans une guerre civile, c'est lors de la création, le 5 mars 2011, du CNT, le Conseil National de Transition. Vous l'aurez deviné, où est-ce qu'il est, CNT? Il est évidemment à Benghazi, contre Tripoli. Il s'organise autour de politiciens exilés, d'intellectuels et d'anciens militaires. Alors, on a déjà un problème, hein. On parle d'une coalition de rebelles, mais en fait, ils sont pas du tout unis, ces rebelles. En fait, le CNT, c'est juste l'interlocuteur dans la diplomatie internationale, parce que sur place, les milices armées n'ont pas grand-chose de démocratique. Dans cette coalition, on va retrouver notamment Ansar al-Sharia, qui, comme son nom l'indique, prône l'instauration du califat. C'est ce groupe-là qui refusera de déposer les armes quand Kadhafi sera vaincu. À Misrata, les rebelles sont un peu plus homogènes. Ils sont très religieux et ils sont soutenus par le Qatar. L'OTAN intervient le 19 mars de la même année, 2011, pour empêcher à l'armée de Kadhafi de reprendre le contrôle de la ville et prend le commandement des opérations militaires en Libye sous le nom d'opération Unifed Protecteur. L'objectif officiel, protéger les populations civiles. Et très vite, une nouvelle frontière apparaît. D'un côté, on va avoir Tripoli, contrôlée par Kadhafi, et de l'autre, Benghazi et Misrata, contrôlés par les rebelles, avec le soutien aérien de l'OTAN. Le soutien de l'OTAN à la rébellion va être doublement déstabilisateur pour la région. Déjà, comme je vous le disais, le pouvoir hors Kadhafi et hors son clan n'existe pas. La chute de Kadhafi entraînera donc la chute du pouvoir central et le retour des logiques tribales dans le pays. Et surtout, et c'est le pire, l'OTAN livre des armes. Beaucoup d'armes. Des pays alliés ou membres de l'OTAN vont contourner l'embargo sur les armes imposé par l'ONU pour soutenir la rébellion. 3 pays en particulier fournissent des armes à la rébellion en 2011. Évidemment, vous le savez, la France de Sarkozy a fourni des lance-roquettes, des fusils d'assaut et des munitions. Le Qatar va fournir des fusils automatiques, des mortiers et des armes anti-chars. Et la Turquie va fournir dans un premier temps une aide logistique, mais très vite, via le port de Misrata, des armes très physiques, sonnant trébuchant, quoi. Mais ce n'est pas les principaux pourvoyeurs d'armes dans ce conflit-là. Parce que celui qui va armer la rébellion, paradoxalement, c'est Kadhafi lui-même. Pour vous la faire courte, tout à l'heure, je vous disais que Kadhafi se voulait un peu le régulateur de sa région en fournissant des aides militaires dans les guerres qu'il y avait à ses frontières. Pour tenir ce rôle-là, il avait des gigantesques arsenaux militaires, les plus grands de toute l'Afrique. On y retrouvait des armes légères, des armes lourdes, des lance-grenades, des blindés, des tanks soviétiques et des munitions, globalement un peu partout sur le territoire. La corruption et l'effondrement de l'État font que, dès février 2011, les rebelles sont armés comme des fous furieux. Et en mars, après la prise de Misrata par les rebelles, l'armée de Kadhafi et la rébellion sont globalement à forces égales. J'ouvre une petite parenthèse, mais ces armes sont utilisées par les rebelles contre Kadhafi, mais vont aussi alimenter des terroristes au-delà des frontières du pays. On retrouvera ces armes de Kadhafi au Mali et au Niger, par exemple, dans les mains de certains groupes terroristes comme AQMI, Boko Haram et évidemment, un peu plus tard, Daesh. J'ouvre une deuxième parenthèse dans la parenthèse pour vous dire que tout n'est pas binaire dans ce conflit-là. Non, l'Occident n'a pas organisé le printemps arabe libyen. En fait, il a vu dans cette période une autre façon de servir ses intérêts. Mais cette période-là, cette grogne sociale-là, elle existait en Libye. We're just breaking into programming now to bring you reports from Libya that Muammar Gaddafi's son, Saif al-Arab, has been killed. Now, the report suggests Colonel... Le 30 avril 2011, l'OTAN mène une frappe aérienne ciblée sur un bâtiment qu'on présente comme un centre de commandement et de contrôle militaire. Il abritait surtout le fils de Kadhafi et ses 3 petits-enfants. Tous sont morts. Alors évidemment, Kadhafi n'hésitait pas non plus à enculer tout ce qui existait de vivant quand il bombardait, notamment lors de ses frappes à Benghazi. Mais les frappes de l'OTAN, faut le dire, sont assez cruelles sur Kadhafi et sur ses proches. C'est 26 000 sorties aériennes, dont environ 9 000 impliquant des frappes. Les frappes de l'OTAN sont supposées toucher des unités militaires, mais on comprendra très vite la définition assez vague de unités militaires. Des hôpitaux, des écoles, des ponts et des routes, tout ça vont être détruits par les frappes aériennes de l'OTAN. En août 2011, l'OTAN frappe Zliten, un village proche de Tripoli, et tue plusieurs dizaines de civils, essentiellement des femmes et des enfants. L'OTAN va admettre s'être trompé de cible.
Amnesty International alertera sur les potentielles conséquences dramatiques de certaines frappes de l'organisation sur des centres alimentaires ou des bus de transport civil, mais l'OTAN lui dira non, t'inquiète, te fais pas chier avec ça. Et si vous m'écoutez depuis tout à l'heure, vous devez vous dire putain mais c'est chelou parce que le projet à la base de l'OTAN c'était pas genre juste de protéger les civils. Et oui, sauf que ces frappes vont très vite dépasser le mandat de protection des civils pour poursuivre un seul et même objectif, renverser Kadhafi. Mais alors pourquoi ? Pourquoi l'OTAN en voulait tant à Muammar Kadhafi ? J'écarte l'explication officielle qui consiste à dire que c'était par pure protection des civils. Personne ne largue autant de bombes sur un pays en tuant autant de civils pour protéger ces mêmes civils. Ça n'a pas de sens. J'écarte aussi le côté non mais c'est parce que Kadhafi n'était pas démocratique. La géopolitique elle est réaliste, elle n'est pas morale. Si l'absence de démocratie te fait chier, tu bombardes la Chine. Bon. Et si on écarte ces options, il nous en reste 3. Géopolitique, économique et militaire. Géopolitiquement, Kadhafi était instable. Il soutenait des mouvements rebelles dans la région qui allaient parfois à l'encontre des intérêts des puissances occidentales. Économiquement, la Libye était très riche en pétrole et en gaz. Mettre une personnalité pro-occidentale et pro-américaine à la tête du pays, ça permettait un accès direct à ces ressources-là, ressources déjà à 85% exportées en Europe. Et enfin, militairement, une présence occidentale en Libye permettait de se projeter militairement et de contenir l'influence russe et chinoise dans la région. Et oh, hasard de dingue, en 2010, Kadhafi menaçait de renégocier, voire d'annuler les contrats avec des entreprises occidentales pour privilégier des entreprises, je vous le donne en mille, russes et chinoises. Et un autre, waouh, hasard de dingue, ça par exemple, l'année d'avant, il s'était opposé à l'Africom. Très important ça. L'Africom, c'est le United States Africa Command, c'est le commandement militaire des États-Unis pour l'Afrique. L'objectif de ce commandement militaire, c'est très clair, c'est protéger les intérêts énergétiques américains, notamment les routes pétrolières stratégiques et des infrastructures dans 2 pays particulièrement, je vous le donne en mille, le Nigeria et la Libye. Kadhafi, il a refusé ce projet. Et pire, il a convaincu tous les dirigeants africains de refuser l'implantation de l'Africom sur le sol africain, ce qui va obliger les États-Unis à le baser en Allemagne. Et un mec très actif dans le combat contre le régime de Kadhafi, c'est le président français Nicolas Sarkozy. C'est lui qui annonce le 19 mars 2011 le début des opérations aériennes françaises et britanniques dans le pays, ce qui entraînera le lancement de l'opération internationale. Mais alors pourquoi ? Pourquoi la France devait intervenir aussi promptement dans un conflit aussi lointain ? Et encore une fois, je mets du conditionnel parce que entre ce qui est vrai, ce qui ne devrait pas l'être et ce qu'on espère être faux, il y a un monde. En 2007, Nicolas Sarkozy aurait reçu 50 millions d'euros de la part du régime libyen en échange de promesses politiques et économiques favorables à la Libye. Il sera mis en examen en octobre 2020 pour association de malfaiteurs. On peut supputer, sans préjuger de rien, qu'il aurait eu intérêt à éliminer un témoin gênant dans cette affaire pour détourner l'attention nationale en la focalisant sur la Libye. Je dis témoin gênant parce qu'en mars 2011, quand Sarkozy reconnaît très vite le nouveau gouvernement libyen, le fils de Kadhafi interpelle Sarkozy. Il lui dit en mode attends, 2 secondes mon grand, parce que si tu nous mets dans la sauce, tu tombes avec nous. Mais Kadhafi avait un autre ennemi, bien plus coriace, bien plus vénère que les États-Unis, l'OTAN et l'Occident réunis. J'ai nommé Bernard-Henri Lévy. En mars 2011, sans que véritablement quelqu'un lui ait demandé, il se rend en Libye pour rencontrer des membres du gouvernement opposé à Kadhafi, les membres du CNT. C'est lui qui fera la médiation entre ces rebelles-là et Nicolas Sarkozy, puis l'OTAN. Enfin bref, Kadhafi avait beaucoup trop d'ennemis pour tenir et clairement pas assez d'alliés. 20 octobre, il est repéré à Sirte avec ses derniers soldats et va être visé plusieurs fois par des frappes de l'OTAN. Il se réfugie dans les canalisations, il est capturé et meurt, tué par des rebelles libyens. Oui, cet homme a frappé Muammar Kadhafi avec sa chaussure. Et à la mort de Kadhafi, j'ai envie de vous dire,
c'est le crépuscule du pays. C'est le crépuscule parce que de 2011 à 2019, c'est la très lente mais très certaine disparition de la Libye. On parle alors d'un État semi-failli. Semi-failli parce qu'un gouvernement officiel existe, c'est le gouvernement provisoire. Mais dans les faits, ce sont les milices armées par l'OTAN et par l'ancienne arsenal de Kadhafi qui dirigent véritablement le pays. Quand je dis milices, c'est même encore plus technique que ça, parce qu'on va avoir des milices régionales, des milices tribales et des milices idéologiques avec en tête des islamistes radicaux. De 2011 à 2013, la milice dont je vous parlais tout à l'heure, Ansar al-Sharia, devient la seule et l'unique force militaire à Benghazi, soit dans la deuxième ville du pays. En 2012, l'ambassadeur américain Christopher Stevens va être tué par ce groupe-là. Dans le pays, unifié à l'époque de Kadhafi, les tribus redeviennent des milices armées comme les Warfala en Cyrénaïque et les Kadhafa dans la région de Sirte, pays en totale décomposition, mais qui reste très riche, donc très intéressant pour les étrangers. Et du coup, la Libye devient le théâtre des alliances les plus compliquées et les plus improbables qu'on ait pu voir depuis 400 ans. On va avoir la Turquie et le Qatar qui vont soutenir les milices islamistes proches des frères musulmans, les Émirats arabes unis et l'Égypte qui soutiennent les factions anti-islamistes, et la France et le Royaume-Uni qui continuent à soutenir le CNT mais qui vont très vite comprendre qu'ils se sont mis dans un bourbier pas possible. Et beaucoup a posteriori vont s'interroger. Pourquoi la Libye et la Syrie ont-elles sombré dans le chaos et pas les autres révolutions arabes, Égypte et Tunisie en tête ? Et il y a des spécialistes qui ont beau jeu de nous dire « Oui, mais c'est parce que Kadhafi et Bachar el-Assad, c'était les pires et que la société civile ne pouvait pas s'exprimer. » Peut-être que c'était le cas, mais c'était aussi le cas des autres dictateurs, Ben Ali et Moubarak. Donc c'est quoi fondamentalement les différences entre ces révolutions arabes? Et bien en fait, je vous le dis direct, c'est l'intervention militaire des Occidentaux. Pourquoi? Parce que ces deux interventions vont détruire littéralement le pays. La seule différence entre l'intervention en Libye et en Syrie, c'est qu'en Libye, Kadhafi n'avait pas d'alliés, en Syrie, il avait la Russie. C'est aussi simple que ça. La première conséquence directe pour les Européens de la chute de Kadhafi, ça va être l'explosion migratoire. Kadhafi servait de gardien migratoire, comme je vous le disais, et l'UE avait délégué une partie de la gestion des migrants à l'État libyen. Et forcément, quand l'État libyen s'effondre, l'immigration qui passait par la Libye explose. Entre 2011 et 2014, le nombre de migrants traversant la Méditerranée atteint des chiffres records avec plus de 170 000 personnes pour la seule année 2014 et 181 000 pour l'année 2016. Et le featuring est très mauvais. On a d'un côté des centaines de milliers de migrants et de l'autre, plus d'État. Plus d'État, donc le retour des tribus. Et en tête, les tribus qui sont historiquement liées au commerce d'esclaves, comme je vous le disais tout à l'heure. Et oui, je vous avais dit qu'il fallait noter. Les milices locales dans le sud du pays se transforment véritablement en réseau de passeurs pour les migrants. Et la crise migratoire qui touche l'Europe en 2015, elle commence en Libye en 2011. Le point de départ de cette crise migratoire, c'est pas tellement les printemps arabes, c'est surtout la chute de Mouammar Kadhafi. En juillet 2012, le premier grand scrutin démocratique du pays est organisé et ça donne naissance au Congrès général national, le CGN, qui va être basé à Tripoli. Alors, ça donne les modérés en tête, mais les islamistes sont pas loin. Et tu te doutes bien que ce scrutin sera respecté comme chaque adversaire de Bouba dans un clash, à savoir très peu. À Benghazi, les islamistes d'Ansar al-Sharia imposent le contrôle militaire et le pays se divise en plusieurs parties. Et il y a un homme qui se dit que c'est peut-être son moment de shine. Ce bonhomme, c'est le colonel Khalifa Haftar. Il est né en 1943 à Djabia, en Cyrénaïque, et il est issu de la tribu des Ferjan. Il participe avec Kadhafi au coup d'État de 1969 et il devient un officier gradé de l'armée libyenne. En 1987, il est envoyé par Kadhafi pour diriger les forces libyennes dans sa guerre contre le Tchad, et on va pas se mentir, ce Haftar il se fait complètement casser le cul pendant cette guerre et ses troupes sont capturées. Kadhafi va l'humilier publiquement, il a vraiment fait le mec qui lâche son pote pendant une embrouille. Donc en 1988, Haftar est libéré, mais pas libéré grâce à n'importe qui, grâce à la CIA. Il va rejoindre le Front National de Salut de la Libye, organisation d'opposition au régime de Kadhafi, financée par, je vous le donne en mille, la CIA. Il s'installe en Virginie. Quand le régime de Kadhafi commence à puer de la gueule, les Américains se disent « On n'a pas aidé un gars là à l'époque, naguère, genre Haftar ?» Et si, parce que le colonel Haftar, il en doit une aux Américains. Et on voit réapparaître ce bon vieux Haftar en Libye en 2011. Alors clairement, il ne perce pas beaucoup au début, on lui met des balayettes genre « Mais attends, t'étais parti chercher des clubs pendant 30 ans ou c'est quoi le problème là ?» Mais l'avantage d'un chaos généralisé, c'est qu'en 3 ans, ceux qui te critiquaient sont potentiellement morts. Donc en 2014, notre Haftar lance l'opération Dignité. Son projet, c'est clairement de, je le cite, nettoyer l'est du pays
des terroristes du groupe Ansar al-Sharia et puis globalement de tous les rebelles qui vivaient encore à l'est du pays. Il va recevoir des soutiens de l'Égypte et des Émirats arabes unis de manière très opportuniste, parce que ces deux pays se disent que si la Libye tombe aux mains des islamistes, leur pays à eux, les Émirats et l'Égypte, tombent en 10 jours grand max. Et ça marche. Haftar devient le président ou le chef de l'Est du pays reconnu par la communauté internationale. À l'ouest, le gouvernement de Tripoli est dirigé par des islamistes modérés et des milices tribales soutenues par le Qatar et la Turquie. Et ça se tape dessus. Mais on commence à voir un espèce de statu quo. D'un côté, le gouvernement d'union nationale à l'ouest, dirigé par Fayez el-Sarraj, qui contrôle littéralement la ville de Tripoli. De l'autre, le gouvernement de Tobrouk, dirigé par notre cher ami de la CIA, Haftar. Ça se regarde mal, ça s'envoie des snaps, mais on commence à s'imaginer un peu que ça pourrait être fini. En tout cas, qu'il y a un espèce de statu quo. Genre, on se dit que rien de pire pourrait arriver à ce pays. Et erreur, faute lourde, à force de se taper dessus, on a laissé prospérer un petit groupe très radicaux. On n'a pas trop fait gaffe en fait à ce petit groupe. Ce petit groupe, il est devenu moins petit avec les armes de Kadhafi et parfois, grâce à la corruption, avec les armes des Occidentaux. Ce petit groupe, il va profiter de l'absence de frontières pour importer des combattants de Syrie et d'Irak. Ce petit groupe a profité du chaos pour établir des relais un peu partout dans le pays, ce qui fait qu'on retrouve des membres de ce petit groupe un peu partout. Et ce petit groupe, c'était qui ? Eh bien, c'était l'État islamique. En 2015, l'État islamique prend le contrôle de la ville de Sirte. Et c'est extrêmement stratégique puisque cette ville de Sirte donne accès à la Méditerranée et qu'elle est proche des terminaux pétroliers de Ras Lenouf et de Es-Sider. Et surtout, Sirte permet un accès direct aux revenus liés à l'hydrocarbure. Et l'OTAN, trop occupée en Irak et en Syrie, va mettre énormément de temps à réagir et ne commencera à attaquer Daesh en Libye qu'en 2016, soit 2 ans après sa première implantation. L'année suivante, en 2017, après des combats dignes des plus grands Black Ops, le colonel Haftar annonce avoir officiellement repris la ville de Benghazi. Il devient alors le sauveur du pays, notamment auprès de l'Égypte et des Émirats arabes unis. Il ne s'arrête pas en si bon chemin, évidemment. Il décide d'aller vers le sud, dans la région de Fezzan, région qui, vous le savez maintenant, est extrêmement stratégique pour ses ressources pétrolières. Début 2019, il lance sa grande offensive sur Tripoli pour mettre fin au gouvernement qu'il ne reconnaît pas. La bataille qu'on appellera le siège de Tripoli dure 450 jours et fait 2000 morts. Dans son projet, le colonel Haftar, il va être soutenu par la Russie. La Russie ? Alors c'est déjà extrêmement compliqué, mais qu'est-ce que vient foutre la Russie dans ce merdier ? Eh bien en fait, la Russie veut libérer les Libyens de l'oppression occidentale. Et je plaisante évidemment. La Russie, elle veut comme toutes les autres puissances, un accès privilégié au pétrole, notamment pour ces 2 grosses entreprises Rosneft et Gazprom. Le contrat est simple, la Russie enverra des hommes de Wagner soutenir le colonel Haftar sur le terrain, elle fournira des armes et du renseignement, et en échange, les contrats seront signés en cyrillique. Donc on a un accès aux hydrocarbures en russe. On a retrouvé sur des soldats russes présents en Libye pour protéger des sites pétroliers des documents prouvant qu'ils rendaient des comptes directement à Saint-Pétersbourg. Je vous mettrai le lien dans la description. Pour se protéger de ce colonel Haftar et de son soutien russe, le gouvernement de Tripoli demande de l'aide à la Turquie, ce qu'elle fera dès 2019 pour plusieurs raisons. Des raisons idéologiques, elle est proche des frères musulmans qui dirigent les islamistes modérés à la tête du gouvernement en Libye. Des raisons géopolitiques, ça lui donne accès à la Méditerranée orientale, région qui est riche en hydrocarbures, et pour des raisons humaines, la Libye est un point de passage migratoire important. Si la Turquie s'ingère en Libye, elle pourra faire sa loi avec les migrants et donc, par voie de conséquence, faire pression sur l'Europe qui a très peur de la déferlante migratoire. Grosso merdo, à ce moment-là, en 2020, en Libye, c'est la guerre entre la Russie et la Turquie. Et depuis 2019, il n'y a plus d'État en Libye. Et de facto, il n'y a plus de Libye. En fait, si on veut être précis, il y a plusieurs États. Le gouvernement d'unité nationale, basé à Tripoli, est soutenu par l'ONU et le Qatar, et le gouvernement de stabilité nationale, basé à Benghazi, incarné par Haftar, et ce gouvernement correspond à la Cyrénaïque de l'Est. Ce gouvernement est soutenu par la Russie, l'Égypte et les Émirats arabes unis, et au sud, on a une troisième manière de gérer, puisque c'est géré par des tribus locales et des clans locaux. Tribus et clans qui sont évidemment surarmés. Là, je viens de vous dire qu'il n'y a plus d'État en Libye, mais en géopolitique, on ne fait pas de morale
moral, on fait dans le normatif. S'il n'y a plus d'État, on va traiter avec les milices locales. Et en 2017, c'est ce qu'a fait l'Italie. L'Italie, elle va conclure des accords avec des milices libyennes pour limiter les départs de ses côtes. Et ça marche. Entre 2017 et 2018, les départs depuis la Libye ont chuté de plus de 70%. Et dans toutes mes recherches, je crois que ce que je vais vous dire, c'est le plus dingue. Est-ce que vous vous rappelez d'une vidéo d'un marché d'esclaves publiée par CNN en 2017 ? Je vous la mets. Libye, en août dernier. En pleine nuit, un homme s'adresse à la foule. Des hommes grands et forts pour les travaux de la ferme, dit-il. Pour moi, cette vidéo et ce qu'il y a derrière, c'est le symbole de la chute de l'État libyen. Dans cette vidéo, on voyait des marchands d'esclaves vendre des migrants pour, grosso merdo, entre 400 et 600 euros. Les migrants sont vendus pour du travail forcé ou pire, si ce sont des femmes, pour être des esclaves sexuels. Alors nous, ça nous a choqués en Occident. Mais en fait, la trajectoire migratoire de ces gens-là est exactement la même que lors de la traite orientale et ceux qui les gèrent aujourd'hui, c'est les mêmes tribus qu'il y a plusieurs siècles. Et c'est là où il y a un cercle vicieux avec ce qu'a fait l'Italie. Parce que l'Italie, puisque c'est de elle dont on parlait tout à l'heure, l'Italie, elle a donné de la thune aux gardes-côtes et aux milices libyennes pour bloquer les départs. Mais en vrai, ces gardes-côtes, ils bossent avec les trafiquants d'êtres humains. Ou parfois, c'est les mêmes. C'est des gardes-côtes qui jouent aussi le rôle de trafiquants d'êtres humains. Et les migrants interceptés sur les côtes libyennes sont envoyés direct, non pas chez eux, mais dans des camps où ils seront vendus. Donc en fait, en ayant détruit toute structure étatique avec la chute de Mouammar Kadhafi, on a favorisé des clans et des milices libyennes. Et du coup, on est obligé de traiter avec ces clans et ces milices libyennes, mais du coup, ça renforce ces clans et ces milices libyennes, ce qui fait que ça alimente un cercle destructeur pour le pays. Et c'est l'heure du bilan. Qu'est-ce qu'ont coûté ces 13 dernières années pour la Libye ? Entre les révolutions arabes, Daesh, l'intervention occidentale, les sanctions, la guerre civile. Alors, tous les chiffres que je vais prendre pour cette conclusion sont évidemment à prendre avec des pincettes, mais voici ce qu'il en est. Entre 2011 et 2020, les conflits armés vont entraîner plusieurs dizaines de milliers de morts. Les deux grandes périodes meurtrières, c'est évidemment la période de la Révolution et la Deuxième Guerre civile. Mais c'est surtout le nombre de déplacés qui est impressionnant. Selon le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, la Libye compte environ 200 000 déplacés internes. La production de pétrole a chuté d'1,6 million de barils par jour à 100 000 par jour autour de 2014 avant de rebondir en 2023. La guerre a détruit les routes, les hôpitaux, les universités, les aéroports, les écoles, les ponts, enfin bref, le pays est un champ de ruines. Le réseau d'eau potable a aussi été en partie détruit et en 2023, 80% du système d'eau était complètement hors service. C'est le chaos. Et ça rend la Libye très sensible aux aléas climatiques et extérieurs puisqu'elle n'a absolument aucune structure pour s'en protéger. En septembre 2023, la Libye elle a été frappée par une catastrophe naturelle due à la tempête Daniel qui a ravagé littéralement la ville de Derna. On va avoir entre 3 000 et 11 000 morts, et évidemment des milliers de disparus. Et c'est un exemple des conséquences de l'instabilité politique parce que cette catastrophe ne serait pas arrivée sans la rupture des barrages. Et ces barrages auraient tenu si on les avait entretenus et on les aurait entretenus si on s'était mis d'accord sur les travaux et on serait mis d'accord sur les travaux si on n'avait qu'un seul État. Enfin bref, vous l'aurez compris, la Libye comme nous on la connaissait n'existe plus. Et il se pourrait que dans les prochaines années, on voit émerger une nouvelle frontière qui reprendrait la frontière par laquelle la Libye avait commencé en 1911. La boucle est bouclée. Et quand on doit parler des responsables de ce chaos, on est un peu obligé de parler de l'Occident. Alors certes, les révolutions arabes existaient et le sentiment de démocratie de la jeunesse libyenne était sincère, tout comme il l'est en Iran, tout comme il l'avait été en Syrie, tout comme il l'était en Tunisie. Mais l'intervention trop rapide et trop brutale de l'Occident a entraîné un chaos et la destruction du pays. L'action de l'OTAN a largement dépassé la résolution 1973 de l'ONU en devenant littéralement une campagne de changement de régime. Problème, il n'y avait aucune stratégie post-conflit, comme c'était le cas en Irak ou en Afghanistan. Et le fait de délaisser la reconstruction du pays va attirer d'autres acteurs, genre la Russie, genre la Turquie, genre le Qatar, genre les Émirats, qui ont des intérêts qui sont opposés. Et ces intérêts opposés empêchent toute forme d'espoir pour les civils libyens. La chute de Kadhafi a eu aussi des impacts très forts pour l'Europe, puisqu'elle va entraîner directement la crise migratoire de 2015 et le retour d'une forme d'esclavage que la Libye n'avait plus connue sur son sol depuis 140 ans.
Et là encore, la situation est absolument vicieuse, puisque les Européens sont obligés de traiter avec des tribus et des clans pour stopper ce flux de migrants, sauf qu'en traitant avec eux, ils les renforcent, et donc ils renforcent l'instabilité de la région. L'économie libyenne est dévastée, la crise humanitaire sera selon tous les spécialistes durable, et l'élite libyenne a littéralement fui le pays. Les Libyens sont aussi grandement exposés aux aléas géopolitiques de la région, puisqu'elle deviendra une base arrière des éléments les plus radicaux de l'ensemble du Moyen-Orient, d'Égypte, de Tunisie, du Soudan et même de Syrie et d'Irak, à cause d'une seule raison, il n'y a plus de frontières. C'est donc comme ça qu'on détruit un pays. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo qui est très longue, je suis désolé. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, surtout à vous abonner à la chaîne de Georges. Prenez soin de vous et de vos proches. Vive la France et vive ce qu'il en reste. Time!